Bonjour, je suis le docteur Olivier Dupuis et je dirige le service d'endocrinologie, diabétologie et nutrition à l'hôpital Saint-Joseph depuis maintenant 3 ans. Il y a 3 ans, on m'avait demandé de faire pour les donateurs un petit topo sur l'alimentation et j'ai choisi de maintenir ce sujet et de vous présenter à nouveau cet exposé en l'ayant mis à jour et en ayant un peu complété avec des données récentes. Voilà. Et donc j'ai intitulé ce que je vais vous dire « Préserver sa santé par une alimentation réfléchie ». Je vais commencer par essayer de débroussailler le terrain, car c'est un terrain épineux pour lequel il y a beaucoup de malentendus. Et donc je vous donnerai quelques définitions et finalement le but et l'objectif de cet exposé. Ensuite, je vous parlerai de ce qui fait un peu l'actualité, que j'appelle les régimes sans. Vous savez, les régimes sans viande, les régimes de jeûne, les régimes sans gluten, pour un peu réfléchir sur le fondement scientifique de ces régimes. Et puis, il y a eu beaucoup de progrès au cours des dernières années. Des progrès avec notre actualité et le flot d'informations que l'on a qui passe souvent un petit peu au deuxième plan et c'est dommage. Donc je voudrais m'arrêter un petit peu sur certaines pathologies et sur certains progrès. Et enfin, je terminerai par quelques conseils plus pragmatiques qui, en principe, permettent d'ouvrir la discussion. Mais là, je crois que ça sera plus compliqué, compte tenu du contexte Covid. Donc parlons un peu du sujet. L'homme est un omnivore, c'est par définition, c'est donc un être qui fait partie du genre Homo et qui est omnivore. Donc notre système digestif nous permet, est adapté à la consommation de produits animaux, végétaux, de champignons, même si notre alimentation est en fait surtout constituée de végétaux. Alors, au fur et à mesure du temps, on a bien vu que l'alimentation se développait et se modifiait. D'abord parce que les ressources sont très différentes et on voit bien que les chasseurs, par exemple, mangent plutôt de la viande alors que les pêcheurs vont manger du poisson. C'est idiot, mais c'est la réalité. Et quand on regarde la définition du dictionnaire, il est marqué, et je l'ai reproduit tel quel, il doit manger de tout. Et en fait, je pense qu'il aurait été plus intelligent de marquer « il peut manger de tout ». Le doigt est probablement remis en question aujourd'hui par beaucoup de communautés. De la même façon, ce qui est tout à fait fondamental, c'est qu'il n'y a pas de produit malsain sur le marché. Il n'y a pas un produit qui est bénéfique dans certains cas et qui est maléfique dans d'autres, qui soit bon pour certaines populations et mauvais pour d'autres. Mais nous allons y revenir. Le produit en lui-même, sur le plan qualitatif, n'est jamais un poison. Le produit alimentaire, celui que vous trouvez dans le supermarché. Bien entendu, il va y avoir une notion quantitative qui va intervenir. Mais dans la littérature, il n'y a aucune preuve qu'un aliment puisse à la fois réduire un risque, comme celui par exemple de certains cancers, et puis augmenter d'autres risques, d'autres cancers. Et ça c'est très important parce que on voit bien qu'il y a des produits, le Nutella ou les sodas, etc., qui de temps en temps sont au devant de la scène, mais en fait ça ne repose sur absolument aucune donnée scientifique, et je vais y revenir. Alors, le terrain est miné, bien sûr. Il y a beaucoup dans l'alimentation de termes utilisés par nous-mêmes, souvent à mauvais escient, par les journalistes, par les littéraires, par les sociétés. Et donc on entend fleurir ces expressions je mange sain, je mange naturel, je mange bio. Oui, mais tous les produits naturels ne sont pas bons pour la santé. Le poulet à l'estragon, par exemple, c'est très bien si l'estragon est en toute petite quantité, mais l'estragon à forte dose est un poison.
Si je mange certains champignons, je suis sûr que je vais mourir plus vite que mes contemporains. Manger bio, qu'est-ce que c'est? Bien, la définition initiale, c'est des produits biodégradables. C'est de là dont vient la définition. Aujourd'hui, le bio a une espèce de connotation plutôt pure, sans contaminants, sans produits pesticides et ainsi de suite. Mais c'est une norme. C'est une norme avec un seuil. C'est-à-dire que lorsque vous mangez bio, vous mangez probablement des produits qui ont un certain degré de pesticides et de polluants, mais qui ne dépassent pas une certaine seuil. Donc attention à ce que nous appelons une alimentation saine ou une alimentation bio ou une alimentation naturelle. Et en fait, ces discours souvent sont confondus. Et on joue beaucoup sur le goût, sur la perception que nous pouvons avoir des aliments. Et nous sommes beaucoup, on va dire manipulés, même si j'aime pas beaucoup ce terme, par différents intérêts. Les intérêts des producteurs, les intérêts des distributeurs, et puis par des idéologies diverses et variées. Et puis aussi souvent par les pouvoirs publics qui, en fonction des céréales qui poussent dans certaines régions, vont bien entendu avoir la volonté de les promouvoir et d'en faire la publicité et de leur trouver des avantages qui souvent ne reposent que sur un espèce de jeu de cartes qui ne tient pas la route. Et puis enfin, dernière notion, et là aussi nous devons être vigilants, c'est que tout ce qu'on voit dans les journaux et dans l'alimentation ne concerne que des catastrophes. Donc tout ce qui fait peur est très vendeur. Donc là-dessus, il y a quelque chose qui est pervers dans la présentation de l'alimentation et de certains aliments. On joue beaucoup sur nos peurs alimentaires et en fait c'est un véritable frein pour une bonne nutrition. Donc attention à ces malentendus. Or, depuis de nombreuses années, on accumule des données qui deviennent de plus en plus pertinentes. Des données dans le cadre notamment d'un certain nombre de maladies. Moi je suis diabétologue, je m'occupe aussi d'obésité, de maladies cardiovasculaires. Et puis, bien entendu, la première cause de mortalité en France, c'est le cancer. Il y a des cancers qui sont directement en lien avec des alimentations déséquilibrées. Donc oui, tout ceci nous interpelle. Donc aujourd'hui, mon objectif est de vous donner des éléments scientifiques. Je ne vais pas rentrer dans la perception, dans les recommandations de tel ou tel aliment. Ce n'est pas mon rôle. C'est uniquement d'apporter ce que la science nous dit à propos de certains types d'aliments, de certaines répartitions, de certains régimes. Enfin, dans ce préambule qui est un petit peu long, mais qui est très important pour savoir de quoi l'on parle, il faut savoir que les études en nutrition sont d'un faible niveau de preuve. Et c'est extrêmement important puisque il y a beaucoup de biais, des biais sur lesquels on va jouer pour essayer de montrer l'importance de telle ou telle alimentation ou de tel ou tel produit ou régime. Lorsque l'on veut montrer quelque chose dans notre univers scientifique, lorsqu'on veut démontrer qu'un produit est plus intéressant qu'un autre produit, que fait-on? On choisit des cohortes strictement identiques, qui ont exactement le même mode de vie, qui font les mêmes activités. Ce sont des cohortes qu'on appelle comparables. Et on va changer une chose dans cette cohorte pour savoir, par exemple, si un médicament a plus d'effet que l'absence de ce médicament. Et ces études sont faites en double aveugle. C'est-à-dire que ni le patient ni le médecin ne savent ce qu'ils prennent. C'est ça, finalement, le haut niveau de preuve. En nutrition, c'est totalement impossible. Nous avons une alimentation qui est très diversifiée. La plupart du temps, ça repose sur des données d'interrogatoire avec toutes les incertitudes que cela comporte. Il y a des patients qui minimisent. Je vais prendre un simple exemple, et par exemple, la consommation d'alcool est souvent très minimisée. Et puis, il y a beaucoup de facteurs qu'on appelle confondants. Et tout ça, par exemple, un patient qui a un tabagisme important, forcément, quelle que soit l'alimentation, va avoir un risque de cancer bien supérieur, car le tabac reste un des facteurs oncogènes les plus importants
que l'on puisse rencontrer. Donc on se fie sur des études un peu diverses, des études souvent d'observation, des études de population, des études épidémiologiques, c'est-à-dire en suivant des populations, et cela explique pourquoi vous trouvez des études qui sont finalement avec des résultats inverses, qui chacune sont probablement un peu critiquables, mais qui peuvent vous donner exactement l'inverse de ce que vous a dit la précédente. Et en fait, ni l'une ni l'autre n'a tort. C'est les conditions d'étude ou de recueil qui vont différer. Je vous donne quelques exemples. Voilà, ça c'est une étude épidémiologique, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un lien marqué entre l'obésité et le risque de cancer. Cette étude, elle date du début des années 2000. Ce sont des études épidémiologiques américaines qui ont été publiées dans un des meilleurs journaux que l'on a sur le plan scientifique. Après, on ne peut rien en tirer. C'est une étude d'observation qui collige absolument tous les cas. C'est une étude de recueil, comme peuvent le faire les données informatiques. Donc voilà, c'est une donnée parmi d'autres. Deuxième donnée, les études cas témoins. Alors ça, c'est des études avec des biais formidables. Je voudrais revenir juste 2 petites minutes sur la vitamine D. La vitamine D, c'est une vitamine qui permet de fixer le calcium que l'on a dans notre alimentation ou par une supplémentation. Donc la vitamine D, c'est utile lorsque l'on a une certaine carence osseuse, de fixation osseuse. C'est excellent pour lutter contre l'ostéoporose. Depuis une dizaine d'années, on a vu fleurir un nombre de publications incroyables concernant le bénéfice potentiel de cette vitamine D dans le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète et j'en passe. Toutes ces études ont été suivies d'un certain nombre d'autres études dans lesquelles on a fait de la supplémentation. Résultat, aucun intérêt. Aucun intérêt, sauf que cela reste très important pour fixer le calcium, prévenir l'ostéoporose, combattre cette carence en vitamine D. Donc attention parce que, je redis, toutes ces études sont extrêmement sujettes à caution et n'ont pas un niveau de preuve très élevé. Je vais avancer un peu. Dans toutes les maladies chroniques, l'hypertension artérielle, le diabète et la plupart des cancers, attention, nous avons une multitude de facteurs qui vont intervenir dans le cadre de ces maladies. Des facteurs génétiques qui sont extrêmement importants et c'est pour ça que dans notre domaine médical, nous recherchons la plupart du temps les antécédents chez les parents, les frères et sœurs, car il y a un lien indiscutable de certains cancers, par exemple, ou de certaines maladies avec notre génotype, donc la façon dont nos gènes sont donnés ou transmis. Il y a des facteurs hormonaux, il y a des facteurs environnementaux. Et en fait, l'alimentation ou tous les facteurs alimentaires vont uniquement rentrer dans des facteurs environnementaux. Mais pas que. Dans ces facteurs environnementaux, il y a aussi notre hygiène de vie, c'est-à-dire le fait d'être actif, sédentaire, de consommer de l'alcool, et ainsi de suite. J'en passe, j'y reviendrai. Mais sachez donc que tout ceci induit forcément des différences, ce qu'on appelle nous des biais, qui font que certaines études ne vont pas refléter la réalité et finalement vont avoir un résultat statistiquement parfois tout à fait significatif, mais qui ne veut rien dire, car on a négligé beaucoup d'éléments que je viens de vous citer. Dans cette deuxième partie, concernant l'alimentation, je voulais revenir sur ce qui fleurit depuis une vingtaine d'années et que j'appelle la mode des régimes sans. Alors, le régime, qu'est-ce que c'est qu'un régime? Si on réfléchit, en fait, c'est notre mode d'alimentation. Le régime du nouveau-né, c'est de téter sa mère 6 à 8 fois par 24 heures. Et en fait, c'est une règle qui est propre à chaque nourrisson, mais qui globalement est à peu près de cet ordre de fréquence, et c'est le régime du nouveau-né. Le régime n'est pas quelque chose de restrictif, de punitif, c'est quelque chose qui s'adapte à chacun des individus. Donc on voit des régimes qui sont promus par un certain nombre de groupes pour des raisons différentes. Je
Je vais commencer par parler du jeûne. Le jeûne n'existe pas dans le monde animal. L'animal ne jeûne jamais. Il ne jeûne que lorsqu'il est à l'agonie ou lorsqu'il a un problème digestif très grave. Mais le jeûne volontaire n'existe pas dans le monde animal. Il y a beaucoup de croyances, beaucoup de mythes sur les bénéfices du jeûne. En fait, sur le plan scientifique, je reste dans mon domaine, il n'y a aucune preuve d'un bénéfice quelconque, ni d'un maléfice d'ailleurs, de ces régimes de jeûne, qui peuvent être des jeûnes prolongés, des jeûnes à durée plus ou moins courte, pas de bénéfice. Les régimes sans gluten. Le gluten, ce sont nos céréales très utilisées dans la plupart des aliments et des féculents notamment que l'on achète sur le marché, et vous en consommez tous avec le pain notamment en France, avec le riz, etc. Pas le riz, avec l'avoine ou le blé et l'orge. Donc blé, orge, seigle, ce sont les principales céréales qui contiennent du gluten. Il y a des céréales sans gluten. Et puis, il y a ce qu'on appelle des pseudo-céréales comme le sarrasin ou le quinoa qui est aussi très en vogue. Il y a un vrai intérêt lorsque vous avez une maladie cœliaque, c'est-à-dire une intolérance complète au gluten, pour vraiment avoir une éviction totale de ce type de céréales. Sinon, vous avez une diarrhée, une malabsorption et vous allez maigrir. Et en plus, vous aurez des douleurs abdominales. Donc oui, bien entendu, ce régime sans gluten est nécessaire lorsque vous êtes malade et que vous avez une maladie cœliaque. Il y a aussi de vraies allergies au blé. Les allergies au blé, on peut vous les diagnostiquer. On a des tests allergiques pour ça. On a discuté de l'intérêt de ces régimes dans un certain nombre de pathologies, comme la maladie, la colopathie fonctionnelle, qu'on appelle aussi le côlon irritable, et qui donne souvent des douleurs abdominales, en grande partie liées au stress. On a discuté de l'intérêt de ce régime dans la fibromyalgie, dans l'intérêt que ça peut avoir pour certains inconforts digestifs, dans certaines maladies dermatologiques. En fait, on ne trouve pas d'arguments scientifiques pour dire que ça a un vrai intérêt. Mais vous trouverez toujours certains individus qui vous diront que le fait d'avoir éliminé certaines céréales a été bénéfique. Oui, car votre tube digestif va quelque part moins travailler lorsque vous lui enlevez un certain nombre de ces céréales. Donc peu d'intérêt en dehors de pathologies bien spécifiques. Le régime sans lait. Là aussi, il y a une certaine mode pour penser que le lait de vache, notamment, est pas adapté à notre alimentation. Il y a une faible partie, vous voyez, entre 2 et 4% des nourrissons qui ont des allergies ou qui font de l'eczéma atopique, qui est également une allergie et qui est aggravée ou déclenchée par la consommation de lait. Il existe aussi des déficits démontrés en lactase. Là aussi, les tests allergiques peuvent nous le diagnostiquer. Mais dans ce cas-là, tout ce qui est issu du lait et qui sont des produits synthétisés à partir du lait, comme les fromages ou le yaourt, les produits pasteurisés, sont en général bien tolérés. Alors, le lait a été incriminé dans de nombreuses pathologies. En fait, il faut bien savoir que, pratiquement toujours, c'est plutôt un aliment qui est bénéfique. Les consommateurs de lait ont souvent moins, statistiquement, de problèmes de surpoids, de diabète, moins de problèmes d'ostéopénie, ce qui paraît assez légitime puisque le lait est riche en calcium, un peu moins de cancers colorectaux. Ça semble plutôt un peu meilleur pour éviter le déclin cognitif, etc. Ça a été regardé dans beaucoup de maladies. Mais le niveau de preuve est extrêmement faible quand même. La viande. Alors ça, c'est très intéressant parce que vous n'êtes pas sans voir toutes les actions parfois très violentes qu'on voit surgir et les boucheries ou certains commerçants charcutiers qui sont agressés. Et donc, il y a une espèce d'emballement médiatique concernant ces régimes non carnés, la protection animale, et j'en passe.
Donc quand on différencie un peu les régimes sans viande, vous avez des régimes qu'on appelle végétariens. Donc ces régimes-là maintiennent les œufs, le lait, et donc ce sont des régimes qu'on appelle ovo-lacto-végétariens. On a des régimes végétaliens dans lesquels on exclut totalement les protéines animales. À partir du moment où on les exclut, il faudra que l'on compense d'une façon ou d'une autre ces protéines qui sont indispensables dans un certain nombre de cas, et notamment pour la croissance. Donc, chez le nouveau-né, enfin chez le nourrisson, chez l'enfant, on ne pourra pas faire des régimes végétaliens purs. Et puis les régimes véganes, là, qui vont éliminer absolument tout ce qui vient de l'animal. Donc, ce n'est pas uniquement en termes d'alimentation. Mesdames, pas de sac à main, pas de chaussures basées sur des peaux d'animaux. Donc, on va éliminer tout ce qui vient de l'animal. Ce sont des régimes qui imposent de remplacer donc ces protéines animales, et notamment dans certaines populations qui sont des populations chez lesquelles on ne peut pas faire l'impasse de ces aliments. Donc je redis, c'est l'enfant et pendant toute la période de croissance, sont les femmes enceintes où c'est fondamental d'avoir ces protéines animales, ou les femmes qui allaitent, et puis les personnes âgées, car ce sont des personnes qui, à partir du moment où elles seront carencées en ces protéines animales, vont avoir ce qu'on appelle une sarcopénie très accélérée, c'est-à-dire que le squelette osseux va beaucoup en souffrir. On a montré qu'il y avait des bénéfices minimes, mais pas majeurs, mais en tout cas, on voit que dans ces populations, on a tendance à perdre un peu de poids, à avoir un peu moins, la fréquence du diabète est un peu moindre, et probablement un risque cardiovasculaire qui est un petit peu réduit. Donc il y a probablement un intérêt, mais il faut absolument s'assurer du remplacement de ces protéines animales. Il y a aussi un certain nombre de micronutriments ou microéléments et des vitamines qu'il faut aussi supplémenter, parce que le régime sans protéines animales va également carencer. Il n'y a pas de bénéfice sur la santé osseuse et la plupart du temps plus de fractures osseuses dans ces populations véganes par rapport aux populations qui consomment donc des produits à base de viande ou de protéines. Voilà, il me paraissait important de vous éclairer sur cette mode, car cela reste des modes, mais sur lesquelles il n'y a pas d'argument scientifique solide pour conforter l'intérêt de ce type de régime. Quelques mots maintenant, dans la deuxième partie de cet exposé, sur les enseignements des études de nutrition au cours de ces dernières années. Alors, on a beaucoup appris. On a fait une explosion de données qui nous permet de bien mieux comprendre les pathologies. Je voulais dire quelques mots sur l'obésité. L'obésité est une maladie de plus en plus fréquente, avec une prise de poids indiscutable depuis les dernières décennies. En 1960, il y avait 3% d'obèses enfants en France. En 2000, donc 40 ans plus tard, il y a 15%. Et en 2020, on est au-delà, autour des 17%. Donc c'est une croissance extrêmement préoccupante. On a toujours pensé que l'obésité était liée principalement à deux facteurs, la consommation excessive de calories et la dépense insuffisante. On sait qu'on se trompe lourdement et qu'il y a bien d'autres facteurs qui vont intervenir. Curieusement et un peu paradoxalement, les régimes restrictifs vont aggraver l'obésité parce qu'ils vont être toujours suivis d'un rebond, d'un regain de prise de poids, et ce sont des régimes qui sont absolument plus recommandés aujourd'hui par les communautés scientifiques. Les déficits de sommeil, le stress, la sédentarité, la disparition d'une espèce de rythmicité des repas, ce que l'on voit de manière dramatique, si vous allez vous promener dans les pays américains du Nord par exemple, explique aussi une bonne part de ce manque de régulation et explique une bonne part de l'obésité. Donc voilà, ça fait partie des éléments que l'on a découverts et qui posent des questions, notamment pour
la suite, comment aider ces patients qui ont des travaux avec les 3-8 par exemple, ou qui travaillent de nuit, car on sait qu'ils ont un risque bien plus important d'avoir une augmentation de l'obésité que ceux qui ont des rythmes de vie bien structurés et moins compliqués. Les maladies cardiovasculaires. On a beaucoup écrit, beaucoup communiqué, et il y a eu beaucoup de publicité sur ces graisses saturées qui augmentent le cholestérol. Le cholestérol est produit avant tout par notre organisme, par notre foie. Les 2 tiers du cholestérol viennent de notre foie et 1 tiers seulement vient de notre alimentation. En fait, l'histoire des graisses saturées et insaturées est très compliquée. Même s'il faut privilégier les graisses insaturées, il y a probablement un bénéfice qui est lié à l'équilibre entre les différents apports de graisse. Et c'est là la grosse difficulté, c'est que il n'y a aucun intérêt majeur probablement à supplémenter un organisme en certains oméga, comme c'est beaucoup promu par les publicités que l'on entend de partout. En fait, il y a eu des dizaines et des dizaines d'essais qui ont coûté un prix fabuleux avec des supplémentations en oméga. À ma connaissance, il y en a une seule qui a montré un résultat positif, et encore, l'excès d'oméga était tellement important que je pense qu'il est difficile à réaliser en pratique. Les graisses carnées sont probablement défavorables, alors que les graisses que l'on trouve dans le lait sont probablement favorables sur le plan du risque cardiovasculaire. Attention, lorsqu'on parle par exemple du régime méditerranéen, qui est avec la promotion de l'huile d'olive, le régime méditerranéen est un régime global. Global, c'est-à-dire on a dans ces populations méditerranéennes un risque cardiovasculaire qui est réduit, notamment par rapport aux populations scandinaves ou aux populations qui sont nordiques. Oui, mais il n'y a pas un aliment, une variété d'aliments qui va se dégager pour entraîner ce bénéfice, et je vais y revenir. Mais sachez que ceci est extrêmement exploité par les publicités, par nos vendeurs qui vont faire des bénéfices colossaux, et je vous ai mis que les Américains raffolent de ce type d'aliments avec zéro graisse ajoutée, et que ça représente un marché colossal. J'y reviendrai aussi car c'est très important. Le diabète. Le diabète est une maladie du glucose. Le glucose que vous avez dans le sang va être mal utilisé, va mal rentrer dans les cellules. Oui, mais le diabète n'est pas une maladie stricto sensu du glucose. En tout cas, tout ce que l'on va manger a tendance, par le cycle de Krebs, à se transformer en glucose. Donc si je mange très gras, je vais fabriquer beaucoup de glucose. Et donc, pendant un certain temps, on a fait la chasse au sucre. Le sucre était devenu l'aliment le plus délétère de la Terre. Donc il y a un effet certainement délétère des boissons sucrées. Et en fait, le fameux jus de fruits du matin est beaucoup trop riche en sucre, mais je vais y revenir aussi. Donc le fructose, contenu dans le fruit, le sucre des fruits, est souvent pointé du doigt. Or, c'est la quantité qui est négative, qui est délétère. En quantité normale, ce qui est un peu difficile à définir aussi, le glucose et le saccharose exercent le même effet sur votre métabolisme. Mais, si vous avez un régime qui est très riche en graisse et qui est très riche en glucides, donc en sucre, et pauvre en graisse, vous allez fabriquer, votre corps va se mettre à fabriquer de manière excessive des acides gras, et notamment l'acide palmitique, et ces acides gras sont à l'origine de l'augmentation de ce qu'on appelle les LDL, que l'on peut traduire un peu de manière par la vulgarisation, par ce mauvais cholestérol qui va donc être athérogène pour vos artères. Et donc,
Vous voyez, ce n'est pas du cholestérol, ce n'est pas des graisses, mais manger très riche en sucre va avoir un effet délétère sur vos artères. On peut remplacer, et pendant longtemps, on a proposé de remplacer ce sucre par ce qu'on appelait le faux sucre, par les édulcorants. On a beaucoup parlé du risque lié aux édulcorants, notamment du risque de cancer. Je pense qu'aujourd'hui, ce risque-là n'existe pas. Sinon, il serait ça fait plus de 100 ans que les édulcorants sont utilisés, et on le saurait. Mais les édulcorants ont probablement quand même un effet sur les bactéries qui colonisent notre système intestinal et qu'on appelle le microbiote. Et en fait, aujourd'hui, on est un peu partagé dans la communauté scientifique et la promotion de ces faux sucres va probablement être freinée car il y a des messages qui sont envoyés à ces bactéries donc de l'intestin et qui ne sont probablement pas toujours favorables. Et on voit bien que les gros consommateurs d'édulcorants sont souvent des gens qui ont un manque d'effet de satiété et donc qui peuvent avoir une stimulation de l'appétit et donc on arrive au contraire de ce qu'on recherche chez ces patients en surpoids. Les glucides font-ils grossir les sucres? Eh bien non, si on les dépense. Eh bien oui, si on les associe aux graisses, car ils vont augmenter le stockage des graisses. Donc attention, vous voyez là 2 messages qui sont totalement avec des réponses opposées, mais en fait qui sont des messages vrais. Donc oui, les glucides peuvent faire grossir, mais non, les glucides ne vont pas faire grossir si on les dépense. Je donne souvent l'exemple du joueur de tennis avec son soda. Lui ne va pas grossir. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de tennis que vous voyez à la télévision qui sont avec un surpoids ou une obésité. Mais si vous êtes très sédentaire, si vous êtes devant votre ordinateur, le soda va vous faire grossir et va avoir des effets délétères. Et donc on y revient à ce qu'on a appris nous en faculté, à cette ration alimentaire, c'est-à-dire un espèce de ratio, une répartition entre les glucides, les protéines et les lipides. Et depuis, j'allais dire des siècles, mais enfin depuis longtemps, on recommande toujours environ 50% de glucides, 15% de protéines et 35% de lipides qui paraissent quand même être ce qui est nécessaire pour l'homme en moyenne. Alors, la restriction énergétique, je voulais en parler un petit peu car là aussi, c'est pas une mode mais on en parle souvent en pensant que cela pourrait avoir un intérêt sur la longévité et sur une espérance de vie accrue. Et en fait, ça ne repose pas non plus sur des données scientifiques. Au contraire, souvent, la restriction énergétique va avoir un effet délétère sur notre os, sur notre squelette, et donc on va avoir ce qu'on appelle une sarcopénie accélérée. Par contre, tout ce que j'ai dit jusqu'ici doit être tempéré par une donnée dont j'ai très peu parlé, qui s'appelle l'activité physique. Donc, dans cette dernière partie, je vais me concentrer un peu sur ce qu'on peut finalement recommander de manière pragmatique au vu de toutes ces études que l'on a de plus en plus, au vu des cohortes qui sont suivies, qui sont interrogées régulièrement sur le mode d'alimentation et qui nous donnent de vraies données objectives. Il y a des régimes qui sont plus recommandés. Vous entendrez probablement parler du régime DASH ou du régime méditerranéen. En fait, ce sont 2 régimes très proches. Quelles sont leurs caractéristiques? Ce sont des régimes qui sont essentiellement riches en fruits et en légumes. Les légumes verts ont l'avantage d'être pauvres en calories et riches en fibres. Ce sont des régimes qui privilégient plutôt les protéines d'origine marine, donc les poissons, pour faire simple, ou les crustacés. Il y a beaucoup moins dans ce type d'alimentation de viande de boucherie. Peu d'aliments transformés, ces aliments, ces plats tout faits que l'on achète. Et dans ce type de régime, on s'aperçoit qu'il y a en fait une quantité de sucre et de sel qui sont plutôt réduites par rapport, toujours pareil, à ces plats que l'on achète tout fait dans le commerce. Les antioxydants. Les antioxydants sont très prônés et on entend des publicitaires nous vanter
le dernier sirop de goyave ou la grenade et ainsi de suite, avec une richesse en vitamine C qui aurait des intérêts extrêmement protecteurs. Les fruits et légumes sont notre source principale d'antioxydants. Il n'y a pas de super aliment, du moins scientifiquement, on n'a jamais montré qu'un aliment avait un intérêt majeur sur le plan antioxydant. Il y a probablement, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Académie de médecine, probablement plus de risques que de bénéfices à avoir un excès de consommation de ces aliments. Les antioxydants peuvent être prescrits dans certains cas, ce sont des prescriptions médicales, et ce sont des supplémentations que l'on propose souvent dans certains cas, chez les femmes enceintes, chez les nourrissons, chez les personnes âgées, chez les patients qui ont des maladies chroniques ou qui viennent de faire une maladie aiguë lorsqu'ils sont en phase de convalescence. Mais pas dans notre population, dans notre alimentation quotidienne. Les compléments alimentaires. De la même façon, les agences européennes et l'Académie de médecine se sont prononcées sur l'absence d'intérêt de ces compléments et même parfois sur leur nocivité. Car en fait, ces compléments, il faut les éliminer. Et l'élimination se fait avant tout par le foie et par le rein. Et on peut surcharger ces deux organes qui sont indispensables à une bonne santé. Donc on peut prescrire ces compléments dans certains cas, qui sont les mêmes que ceux que je viens de vous citer. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt à consommer ces compléments si vous êtes en bonne santé, si vous n'avez pas de pathologie particulière. La vitamine D, je l'ai un peu exposé tout à l'heure, c'est très intéressant pour prévenir un risque osseux, mais il n'y a pas d'intérêt à consommer de la vitamine D chez le tout venant, chez le jeune, chez l'adulte en bonne santé, chez celui qui fait régulièrement de l'activité physique, car l'activité physique vous permet de fixer de manière très efficace la vitamine D. Alors, voici ce qui est issu des recommandations des nutritionnistes en France aujourd'hui. On devrait consommer 14 aliments différents chaque jour. Et ce qui est très important, et notamment dans cette période où on parle beaucoup de contaminants, de pesticides, de toxiques, de manger varié, car c'est probablement une des clés pour éviter d'avoir un effet délétère, des perturbateurs hormonaux aussi, ou des pesticides qui vont se déposer par la répétition d'une alimentation relativement toujours identique. Il est fortement déconseillé de supprimer des familles d'aliments. Manger sans glucides, manger sans lipides, on en est revenu. C'est source de déséquilibre. C'est important de répéter qu'il vaut bien mieux avoir un apport à peu près équilibré de glucides, de lipides, de protéines. Il faut rester dans la modération. Là aussi, c'est un langage qui paraît un peu d'un autre temps, mais c'est très important. Charcuterie, viande sont souvent présentés comme étant des aliments cancérogènes et catastrophiques. Il n'y a pas grand-chose de vrai. La quantité est certainement quelque chose qui est à mesurer. Si vous avez des enfants ou des adolescents, il faut certainement leur donner une quantité de viande plus importante que des adultes de mon âge ou plus âgés. C'est évident. Nous n'avons pas la même consommation, nous n'avons pas les mêmes besoins, nous n'avons pas les mêmes dépenses. De même pour les produits laitiers et même les produits sucrés. Dans l'alimentation, il y a de vrais problèmes. La pauvreté, car en fait, on voit bien les carences et nous avons des patients hospitalisés avec de véritables carences alimentaires, notamment des carences en protéines. Il y a dans nos jeunes, dans le monde étudiantin, une alimentation qui est souvent déséquilibrée. Chez les enfants, on est frappé d'une alimentation anarchique, non structurée, avec devant des écrans ou la télévision, la consommation de biscuits hypercaloriques ou de chips qui sont également hypercaloriques. C'est un vrai problème. L'alcoolisation aiguë,
qui a remplacé l'alcoolisation chronique de nos parents ou de ma génération, est extrêmement délétère. Elle entraîne des comas et des morts chaque année. Et puis, rappelons-nous toujours ce que me disait un de mes professeurs avec beaucoup de bon sens, l'alimentation maternelle, le lait maternel, l'allaitement est fait pour le nourrisson. Le lait de vache est plutôt fait pour le veau. En tout cas, il y a un déclin très mauvais de cette alimentation maternelle et encore beaucoup de croyances pour lesquelles certainement les firmes pharmaceutiques ont des torts puisqu'elles ont à une époque fait une promotion insensée sur les bienfaits de cette alimentation lactée par les poudres, mais qui finalement ne valent absolument pas les bénéfices en termes de qualité nutritive, de qualité de défense, parce qu'on passe beaucoup de défense immunitaire par cet allaitement maternel, mais aussi par le côté de contact et de relationnel que peut avoir l'alimentation maternelle. Aujourd'hui, on a des essais thérapeutiques randomisés, c'est-à-dire comparés, on compare des populations. Beaucoup de données, beaucoup d'essais dans beaucoup de populations différentes. Elles ne sont pas d'ailleurs toujours superposables. Vous avez aux États-Unis un suivi notamment de nurses, d'infirmières depuis des années qui nous apportent beaucoup de données et qui sont probablement assez fiables dans leur retranscription. Vous avez en Europe le Suvimax, qui est une étude prospective dans le temps qui nous apporte chaque année un certain nombre de données. Attention, comment toutes ces données sont relativement intéressantes, mais elles n'ont pas un poids scientifique majeur parce que, encore une fois, elles comportent de nombreux biais. Et ce que cela nous a appris, c'est que lorsque l'on compare ou lorsque l'on veut avoir des éléments de preuve sur un seul aliment, on fait toujours fausse route et ce sont toujours un échec, car en fait, il n'y a pas, encore une fois, et je le redis, et je pense que c'est très important, un aliment ou une sorte d'aliment qui a un effet délétère. Rappelez-vous, le jus de fruits que vous allez dépenser par une activité physique va avoir un effet tout à fait bénéfique, va permettre de nourrir votre muscle très vite. Et ce jus de fruits consommé régulièrement alors que dans des populations très sédentaires va avoir un effet très délétère. C'est pour cela qu'il faut bien réfléchir sur ce que nous disent les publicitaires. L'activité physique, j'ai bientôt fini ce topo, mais vous voyez, j'ai démarré sur l'alimentation, mais notre alimentation ne peut pas être différenciée ou séparée de la quantité d'activité physique que nous allons développer au cours de notre journée. Les repères nutritionnels sont absolument liés avec l'activité. Et si vous avez déjà eu des activités physiques un peu intenses, si vous avez fait une semaine au ski par exemple, ou une grande randonnée, etc., vous avez certainement beaucoup dépensé de calories, vous avez eu une alimentation plus riche que d'habitude, et pourtant la plupart du temps, lorsque vous pesez avant puis à la fin de cet effort prolongé, vous allez vous apercevoir que le poids, la plupart du temps, a baissé parce que vous avez éliminé une partie des réserves en graisse qui ne sont pas nécessaires. Il y a un nombre d'articles scientifiques extrêmement importants dont le résultat, là, cette fois, va toujours dans le même sens, qui est du bienfait d'une activité physique régulière, car là aussi, c'est compliqué, mais après 2 ou 3 jours d'une activité physique intensive, vous en perdez le bénéfice au bout du 3e jour de repos. Donc il faut faire une activité régulière. Et on conseille 3 fois par semaine d'avoir une marche un peu plus importante, un peu de vélo, un peu de piscine, du jardinage, de monter des escaliers régulièrement, et ainsi de suite. C'est très important. Vous savez que les recommandations des 30 minutes par jour, ce sont des recommandations extrêmement minimalistes. Et en fait, on devrait avoir une activité physique bien plus importante. Je ne fais pas de morale, je suis le premier à ne pas respecter ces recommandations scientifiques. En tout cas, l'inactivité physique va augmenter
le risque de mortalité en général, elle a un effet délétère bien entendu pour l'obésité, pour un grand nombre de cancers, pour le diabète de type 2, pour les maladies cardiovasculaires. Je termine par quelques éléments que j'appelle de bon sens. Ce sont des recommandations intuitives. Un régime équilibré, donc je reviens sur la répartition entre glucides, lipides, protides, des mesures diététiques plutôt saines. Dans les mesures diététiques, pas de tabagisme. Le tabac est extrêmement délétère. Peu d'alcool. La quantité d'alcool probablement que l'on consomme de manière sécure est inférieure à 1 jour tous les jours par semaine. Et en fait, les recommandations aujourd'hui nous disent pas de consommation quotidienne. Il faut au moins 1 jour ou 2 jours par semaine de sevrage. C'est très important. Est-ce que l'alcool est mauvais en lui-même? Je ne sais pas répondre à cette question et je ne crois pas. En tout cas, attention à notre quantité de consommation festive. 3 repas par jour, des repas assis, équilibrés, où l'on mastique, où l'on se donne le temps pour que la satiété s'installe. Il faut garder un régime riche en fibres. J'aurais pu développer un peu, il y a eu énormément d'études, d'apports, de supplémentation dans les années 2000, dans les plus grands journaux. Aucune n'a pu apporter la preuve que le dit régime en fibres permettait de réduire le nombre de cancers colorectaux par exemple, mais on sait qu'il y a un faisceau d'arguments et de preuves pour promouvoir la consommation régulière de fruits et de légumes. Et nos enfants et les adolescents et les adultes jeunes aujourd'hui ont une consommation vraisemblablement très insuffisante de ces légumes et une consommation de féculents qui est beaucoup trop important avec la fast-food qui a envahi un peu tous nos trottoirs. Moins d'aliments transformés, c'est aussi quelque chose qu'il faut promouvoir. Il faut lutter contre l'obésité, il faut pratiquer de l'exercice physique le plus régulièrement possible, si possible plus de 3 fois par semaine. Je reviens sur l'arrêt du tabac. Le tabac est responsable de 40 à 60 000 morts chaque année. C'est pas tout à fait de l'alimentation, mais c'est rattaché à l'alimentation. Réduire la quantité de l'alcool, attention au sel. Le sel est hypertensif. Il y a 12 millions de patients hypertendus en France, en partie liés à une consommation de sel excessive. Vous avez beaucoup de sel dans les boissons gazeuses, beaucoup de sel dans les produits de charcuterie, dans le fromage, dans les conserves. Ce sont nos aliments de tous les jours. Un peu moins de gras, un peu moins de sucre, et nous serons probablement en meilleure santé. Une des raisons de ce discours probablement intéressant, mais peu suivi d'effet, c'est que nous sommes submergés par toutes ces publicités qui vont nous vanter des aliments qui sont transformés, qui sont très riches en calories et souvent en sucre ou en sel. Oui, lorsqu'on regarde les chiffres d'affaires de certaines firmes, je vous en ai montré quelques-uns, ce sont des sommes colossales et on ne peut pas lutter. Et les dépenses de santé en France sont très très largement en dessous de tout ce qui est dépensé au niveau alimentaire. Donc ça, il faut bien garder ça en mémoire et cela vous explique pourquoi vous voyez toujours au moment des repas, si vous regardez un peu la télévision, ce qui n'est pas forcément conseillé pendant les repas, des publicités qui nous vantent des produits avec des personnes sylphides et des produits qui pourtant sont extrêmement caloriques. De même, l'activité physique rapporte peu, n'a pas les mêmes budgets et en fait, il y a une sous-promotion de l'activité physique, en tout cas en France. Il y en a un peu plus dans les pays nordiques, mais on est extrêmement loin de ce qui est recommandé et de ce qui est pourtant bénéfique pour notre santé. Voilà, au terme de cette petite revue qui n'engage que son auteur, je voulais vous proposer quelques sources. Un des nutritionnistes les plus écoutés en France, c'est le professeur Le Serre à l'Institut Pasteur de Lille, qui est vraiment une référence et qui écrit beaucoup, mais de qui je me suis largement inspiré, car j'ai toujours plaisir à venir l'écouter dans les congrès, car il a beaucoup de bon sens. Vous pouvez aussi
regardez la revue du praticien, le dossier nutrition qui est paru en 2017 et qui vous retrouvez un certain nombre de ces éléments. Et puis autrement, vous pouvez regarder, il y a beaucoup d'informations, mais je vous mets en garde, regardez plutôt les informations officielles concernant la nutrition. Je vous ai mis par exemple le registre national alimentation cancer recherche qui vous donnera aussi beaucoup de conseils pour essayer de corriger peut-être un certain nombre de défauts. Voilà, je vous remercie et je regrette de ne pas pouvoir répondre aux questions qui habituellement sont nombreuses, parce que c'est encore un domaine dans lequel où chacun a ses avis, ce qui est très bien, encore une fois. Sachez que ce n'était que le reflet de ce qui va vous permettre de faire vos choix, mais ce que je vous ai présenté est avant tout une information scientifique la plus objective et la plus pragmatique possible. Je vous remercie.